Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 28 mars 2023. Petite mise à jour du Bitcoin aujourd'hui suite aux news avec Binance et le FUD autour de CZ qui aurait tradé sur sa plateforme avec 300 comptes à lui, ce qui peut déclencher du délit d'initié. Un délit d'initié, c'est quoi? C'est par exemple acheter ou vendre sur un token avant une grosse annonce, faire du wash trading, donc augmenter le volume de son exchange, faire du spoofing, alimenter une hausse ou alimenter une baisse, ou aussi par exemple faire du counter trading, donc trader contre ses clients. Ça se trouve, il a rien fait de tout ça encore une fois, mais c'est tout ce qui est possible, hein. Et c'est pour cela qu'il sera attaqué. Honnêtement, c'est un peu du FUD bidon. Bon, maintenant, c'est intéressant, puisque dans tous les cas, bon, ça vient fil des niveaux qu'on avait vus ensemble. Et personnellement, je pense que, comme on en avait parlé, tant qu'on casse pas les résistances, notre Bitcoin il nous attend peut-être dans ces zones de prix vers les 25 000, 25 400. Donc on semble y aller. Et je ferai une mise à jour aussi de Caps, donc de Ternois, qui a été beaucoup revenu en commentaire, et du coup j'en profite de le faire maintenant, puisqu'il y a BitGet qui va le lister demain. Donc on va faire l'analyse, on va voir ce qui est possible, etc. Mais il sera dispo sur BitGet demain midi, normalement il va être dispo sur la plateforme, donc vous pourrez le trouver au trading. Donc quand vous chercherez Caps, vous le trouverez, il sera tradable. D'ailleurs je le rappelle, 15% de réduction sur vos fees via notre lien partenaire en description si vous souhaitez trader sur la plateforme sans KYC, c'est-à-dire que je peux trader sans carte d'identité, etc. Faire des retraits jusqu'à 50 000 USDT par jour, donc ce qui est plutôt sympa, tout simplement. Donc voilà, et on fera Caps juste après. Et d'ailleurs aussi, Caps, il est dispo via les launch sur BitGet. Vous pouvez tenter de gagner du Caps, donc n'hésitez pas à les checker tout ça, ça peut être hyper intéressant si vous voulez tenter d'en gagner. Alors du coup, le petit Bitcoin qui continue sa petite chasse au stop des creux, donc ça on en avait parlé, tant qu'on casse pas les résistances depuis que tous les stop vendeurs ont été chassés, on peut s'attaquer aux acheteurs maintenant. Il y a des rebonds très généralement, pourquoi? Parce que les gens sont très chauds pour shorter le marché vraiment quand ça dip. On voit dès que ça dip, les fundings s'effondrent, les CVD s'effondrent. Sur Ethereum c'est pire, mais ça j'y reviendrai après, vraiment Ether, les mecs se sont jetés dans le short hier pendant le dip. Je vous expliquerai ça après avec des datas plus précises que simplement ça. Mais oui, actuellement vraiment on a un sentiment qui est très pessimiste, les gens se jettent dans le short, n'y croient pas trop. Les gens sont majoritairement holders d'altcoins de ce que j'ai l'impression, et au niveau des alts, les altcoins sont les plus faibles, à part XRP qui sort du lot, mais tous les autres alts sont plus faibles que Bitcoin. Même Aptos et FTM qui ont été très forts depuis cette fin d'année 2022, début 2023, commencent à avoir des graphiques qui sont pas très très jolis. Donc c'est ce qui fait justement que les gens sont plus ou moins holders des alts et se disent putain mais pourquoi ça pump pas. Et c'est ce qui peut justement amener ce sentiment tendu, aussi le fait que bon il y a possiblement des problèmes macroéconomiques, encore des faillites bancaires, etc. Donc les gens comprennent pas, se disent putain mais on short, ça dip très peu, pourquoi ça dip pas? C'est simple, si vous êtes une grande majorité à shorter, l'intérêt du marché se trouve probablement au nord, et aussi, pourquoi des faillites bancaires, comme j'en avais parlé, c'est plutôt bullish, c'est de la création de liquidité. Là j'ai la balance sheet de la Fed, et ils ont mis 1 an pour qu'on puisse baisser de 8 trilliards 900 000 milliards, 8,9 trilliards à en gros 8,3 trilliards. En 2 semaines, ils ont récupéré 60% de ce qu'ils avaient réussi à réduire en masse monétaire. C'est énorme. Ça veut dire qu'on a mis 1 an pour diminuer tout ça. En 2 semaines, on a récupéré 60% de ce qu'on a diminué. C'est juste énorme. Et donc ça, c'est des liquidités qui d'abord, ça permet de renflouer les banques. L'intérêt de la Fed, comme j'en avais parlé, c'est pas d'avoir des marchés baissiers. Pourquoi? Parce que les banques sont très exposées au marché. Si les marchés baissent, les appels de marge des banques augmentent. Qui dit appel de marge qui augmente dit besoin de plus de liquidités. Dit que la Fed a besoin d'imprimer de l'argent. Si la Fed imprime de l'argent, ça peut déclencher justement une hausse d'inflation. Et le but de la Fed, c'est toujours combattre l'inflation. Et idéalement d'avoir une hausse du chômage aussi. Donc, ce cocktail magique fait que, pour éviter qu'on se retrouve avec une Fed qui imprime des milliers de milliards pour sauver les banques, ce qu'il faudrait faire, c'est pumper les marchés. Ce qui fait que le collatéral des banques redevient correct. Leur appel de marge baisse. Ils peuvent réduire leur exposition sur les marchés pour récupérer de la liquidité. C'est de la liquidité en moins que la Fed devra leur fournir, parce que les banques sont très investies et sont très exposées et ont surtout beaucoup de collatéral en actifs, que ce soit en bonds, que ce soit en plein de choses, que ce soit en actifs, en actions, en indices, en tout ce que vous voulez. Mais l'intérêt actuellement de la Fed serait plutôt d'avoir des marchés haussiers. Comme on dit généralement, il ne faut pas trop fight la Fed, et on voit que les indices américains commencent à très bien tenir actuellement. Après, c'est du complot, encore une fois, ça c'est juste mon raisonnement personnel. Après, c'est ce que les marchés aussi nous disent. Mais bon, il y a S&P 500 qui commence à bien tenir, etc. Faudrait voir pour l'instant le S&P qui s'est toujours pas reversé en daily. J'en profite pour faire le point macro d'ailleurs, maintenant. Enfin, le faire maintenant d'ailleurs. Le gold, pareil, qui pour l'instant a bien poussé, qui est notre moteur haussier comme j'en parlais. Le Bitcoin y est très corrélé pour l'instant, qui consolide beaucoup.
Pour faire simple, j'y vois un niveau de résolution ici, bear, et un niveau de résolution bull. Donc ici on va mettre bullish, on va mettre bearish en dessous. Si on casse le point bear, on ira probablement chercher les 1864 pardon. Donc venir dans la zone de rechargement et venir faire ce qu'on appelle le wake-off check du WIC qu'on a laissé avec les grosses zones d'imbalance, le gap qui traîne par-ci. Par contre, si on a une résolution haussière, il faudra se dire que l'or peut se diriger vers une target de continuation qui le ramènerait vers les 2140$ de mémoire. C'est bien ça, 2140$ l'once, ce qui lui permettrait de faire un ATH puisque son ATH est juste ici vers les à peu près 2078$ l'once, ok? Donc ça, ce sera à surveiller. Et il y a un dollar qui, on en avait parlé, mais depuis la cassure des creux, le retour en zone de rechargement de short, le sommet, etc. On est venu chercher le niveau clé qu'on avait identifié vers les 101 points à peu près, 102 points. Si ça cède et qu'on fait un nouveau plus bas, c'est bearish. Et de toute façon, fondamentalement, enfin graphiquement, d'une part, c'est baissier toujours pour l'instant. Et d'une deuxième part, on est toujours en train d'assister à une dédollarisation ou à une démondialisation du dollar, où il y a de plus en plus de pays, comme par exemple ici, on a le Kenya, mais on a beaucoup d'autres puissances qui commencent à ne plus trop passer en dollars. On avait vu, je crois que la Chine et le Japon étaient prêts à ne plus passer via le dollar, mais via leur monnaie locale, pour tout ce qui est échange de pétrole avec l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Et là, on vient de voir que le Kenya vient de passer en deal avec l'Arabie Saoudite et les Émirats pour les achats de pétrole, qui ne se feront plus en dollars, mais qui se feront en Kenyan shillings, donc en gros la monnaie locale du Kenya, tout simplement. Donc il y a de plus en plus de pays qui commencent à passer moins via le dollar, ce qui fait que quand tu es un pays, tu es censé avoir de la réserve de dollars pour les échanges commerciaux et internationaux. Mais si tu commences à passer via tes monnaies locales et que les autres pays sont d'accord, tu n'as plus trop d'intérêt à avoir autant de dollars dans tes réserves. Donc beaucoup de banques centrales de beaucoup de pays vont probablement commencer à réduire leurs réserves de dollars pour augmenter soit une réserve en or. On a vu par exemple que la Chine a énormément augmenté sa réserve d'or. Il y a Singapour aussi qui a énormément augmenté sa réserve d'or. Après, je sais pas, il faudrait vraiment que j'aille voir via les réserves des différentes banques centrales au niveau du dollar, mais si on voit les banques centrales des différents pays qui commencent à réduire leurs réserves de dollars, c'est qu'ils les vendent, et s'ils les vendent, c'est que ça propose de l'offre, et donc c'est bearish. Donc on a un graphique du dollar index qui est plutôt baissier, avec des fondamentaux qui suivent, c'est-à-dire en gros beaucoup de pays qui commencent à close des deals pour les exchanges commerciaux et internationaux en dehors du dollar. Donc c'est ce qui fait qu'à terme, il y aura de moins en moins d'utilisation du dollar. Le dollar restera probablement la monnaie internationale et la plus utilisée dans le monde pour les transferts internationaux, mais de plus en plus avec le temps, elle commence un petit peu à perdre justement sa force. Et c'est ce qui fait que le graphique d'Iber et les fondamentaux disent aussi baissier, en tout cas plus d'offres, donc disent baissier également. Donc un dollar qui devrait rester bearish techniquement, et on devrait aller s'enfoncer au moins juste sous les 100 points. Enfin, si on est toujours baissier, c'est ce qu'on devrait faire, surtout via ces événements fondamentaux. N'oubliez pas, on évolue quand même dans un monde où la courbe des taux est complètement inversée. Ici, donc ça c'est signe de récession, ça peut mettre 6 mois, 1 an, 18 mois, mais il y a une récession qui arrivera bientôt. Mais là, à l'instant T, comme je le disais déjà, l'intérêt se trouve plutôt au nord. Pourquoi? Parce que déjà les gens sont plutôt baissiers, ils sont plus aptes à shorter, donc c'est ce qui fait que ça peut alimenter des hausses de marché. Mais surtout que quand tu as un système bancaire qui est fragile, des baisses de marché, c'est rendre le système bancaire encore plus fragile. Donc ça serait plutôt dans l'intérêt de la Fed d'avoir probablement des marchés haussiers pour que ces banques puissent distribuer ça plus haut, pour derrière éviter de les refill et éviter d'engendrer plus d'inflation. Après ça c'est mon avis, je peux totalement me tromper, mais j'ai plutôt l'impression qu'on semble se diriger dans ce genre de marché, mais il faudra s'attendre très probablement à une récession à venir. Pourquoi? Parce que généralement la fin d'un cycle économique se traduit et se solde par une hausse des taux, une courbe des taux inversée, ce qui fait que les banques ont des marges de profit qui sont très minimes, et quand les banques commencent à faire moins de profit, par exemple, si on va sur Finviz et qu'on check un petit peu Bank of America, on est censé voir normalement des chiffres en baisse. Donc tout va bien quand les banques font beaucoup de pognon. Quand les banques commencent à faire moins de pognon, c'est qu'on arrive à la fin d'un cycle. Donc là, par exemple, ici, vous voyez, earnings per share, ça baisse un petit peu. Ici, sur cette année, après, j'ai pas les... Ici, au niveau des incomes, il va falloir aller chercher sur TradingView. Je vais aller vous chercher ça, pardon, 2 petites secondes. Bank of America, en termes de revenus, vous voyez là, en termes de revenus ça baisse, donc ça a été très exponentiel, enfin c'était très haussier de 2020 jusqu'à 2021, oui, puisque les taux étaient à 0, donc les banques se gavaient, on emprunte aux banques centrales à 0 et on prête ça aux particuliers à 1-2%, donc c'est des marges énormes. Mais là, quand tu as des taux court terme qui sont au-dessus des taux long terme, les banques se font beaucoup moins de pognon, voire quasiment plus. Et c'est ce qui fait justement qu'on a des baisses en termes de revenus. Et ça, c'est très généralement
annonciateur d'une fin de cycle de hausse. On voit que graphiquement, déjà, ça s'est beaucoup détérioré graphiquement depuis les rebonds depuis ces années 2000, depuis qu'on est revenu tester les résistances. Et bon, le système bancaire est très touché. Mais tout ça pour dire que tout ça, c'est plusieurs signaux qui indiquent qu'on est peut-être à la fin d'un cycle. Vous voyez ici, hein, les taux à 30 ans aux US sont sous le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt de la Banque centrale, il est à 5, de la Fed, il est à 5%. Donc les banques empruntent à 5% à peu près, autour des 5%. Et derrière, on voit que les taux à 30 ans sont à 3,77. Au niveau des taux d'intérêt immobilier à 30 ans, on est sur du 6,42%. Mais vous voyez, on est trop proche. Quand on est dans un environnement comme celui-ci, les banques se gavent, elles ont très peu de risques, parce qu'elles empruntent à zéro, littéralement, ou presque à zéro. Et elles peuvent prêter à des gens à 3%, c'est très bien. Mais quand tu dois emprunter à 5 et que derrière tu peux prêter à 6,42, et qu'en plus de ça, les taux ici baissent un petit peu, et que les taux ici peuvent continuer de monter, c'est pas une bonne courbe. Une bonne courbe saine, c'est des taux directeurs fixes et des taux qui montent. Une courbe pas saine, c'est des taux ici long terme qui baissent et des taux directeurs qui montent. C'est-à-dire que le risque des banques augmente et c'est ce qui fait qu'elles prêtent beaucoup moins d'argent. Donc ça, généralement, ça intervient en fin de cycle. Et c'est pour ça qu'on a souvent des récessions, ralentissement économique. Pourquoi? Parce que les banques prêtent moins d'argent, il y a moins de projets qui se créent, il y a moins d'argent qui circule au sein de l'économie, il y a un resserrement monétaire, et c'est ce qui peut entraîner tout simplement une récession. Et c'est ce que nous dit cette courbe des taux, qui nous indique une récession, généralement, c'est environ à 6 mois depuis le croisement. Donc là, il faudrait se dire que ça s'est fait en novembre, ça serait du coup décembre, janvier, février, mars, avril, mai, ce serait peut-être pour mai. Si on suit la règle des 6 mois, la dernière fois que c'est arrivé, c'était ici. Non, attendez, pardon. C'était en juin 2019. Après, bon, ils ont rebaissé très vite les taux parce qu'il y a eu le Covid. Et bizarrement, 6 mois après, il y a eu le Covid et il y a eu cette impression planche monétaire, enfin planche à billets illimitée. Bon. Mais là, déjà, il y avait des risques de récession déjà ici en 2019 qui étaient arrivés. Mais là, clairement, c'est bon. Ça a été inversé très vite, mais là, c'est clairement le cas. Donc, il y aura probablement une récession. Mais actuellement, les marchés sont haussiers. Le Nasdaq est plus bullish, le S&P un peu plus de mal, mais l'impression monétaire et l'intérêt de la Fed serait plutôt d'avoir justement des indices haussiers, des assets haussiers pour que les banques puissent les distribuer pour récupérer plus de collatéral en cash et avoir un appel de marge qui se réduit tout simplement. Et donc là ici pour revenir sur le BTC, j'ai fini le point macro. Pour revenir sur Bitcoin, personnellement, tant que je ne vois pas de cassure de résistance, vous connaissez mon avis qui est que la zone de rechargement entre 24 009 et 25 007 nous appelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des zones vraiment à retester ici. Il y a eu des zones où il y a zéro retest. Hein, vous voyez, entre 25 197 et 25 600, il y a eu zéro retest. Il y a vraiment des trous ici. Il y a des gaps dans le volume profile. Donc ça, j'estime que c'est des zones hyper pertinentes pour des gros portefeuilles pour pouvoir recharger s'ils veulent le faire. Bon, ensuite, on verra s'ils le font ici. Il y a aussi le premier arrêt ici du mouvement depuis le bottom. Donc c'est ce qui fait que 25 003, je trouve que c'est un niveau clé. Et tant que je ne vois pas de nouveaux sommets, c'est des niveaux qui m'intéressent ici, pour voir comment pourra réagir le prix. D'ailleurs, là, depuis la consolidation du prix, depuis le FUD, pour l'instant, il n'y a pas de cassure. Par contre, si le prix commence à faire ça après les événements de FUD, ça sera un graphique plutôt bullish. Et là, il faudra se dire qu'on va défoncer les vendeurs parce qu'il y a des tonnes de stops qui attendent. Par contre, tant que je ne vois pas de retournement, honnêtement, depuis ces FUD, on peut s'attendre à de la continuation baissière et aller chercher les objectifs dont je vous ai parlé. ETH qui est un petit peu différent parce que ETH qui récupère un peu de force, on en avait parlé, mais ETH BTC qui s'améliore un petit peu. Là, vous voyez, qui est peut-être proche de faire des structures, donc il pourrait avoir un petit peu de force. Donc il faudrait surveiller Ethereum. Là, à l'instant T, bon, on a chassé les stops au nord, on a chassé les stops au sud. Il y a le premier arrêt à 1672 qui m'intéresse, voir un petit peu la réaction des prix. Si ça tient pas, il y aura le niveau des 1620 qui m'intéresse. Et si tout ça, ça tient pas, si vraiment on casse, perso, je pense qu'on pourra revenir vers les 61,8 à 1556 $. Mais ça, encore une fois, on verra. Si ETH est près de dip autant, on est sur du 9%, sachant qu'il est un peu plus fort que Bitcoin là sur ces dernières heures. Il faudrait voir s'il peut dip autant, si Bitcoin dip je sais pas, on aurait un dip peut-être de 5-7% sur Bitcoin. Si on va chercher les objectifs dont j'ai parlé, ça pourrait être intéressant à surveiller. Mais vu que Ether reprend un petit peu de force, Ether qui baisse de genre 12% et Bitcoin de 5-7, ça me paraît pas trop réaliste honnêtement. À part si, je sais pas, il y a beaucoup de liquidations qui se déclenchent ou autre. D'ailleurs, parlons de liquidation. Sur Ether, ça a été FOMO-land. Il y a beaucoup de mecs qui sont venus short ici. Il y en a eu qui ont long, mais la majorité à short. Ça, je vous le montrerai après. Je vais vous le montrer après sur ExoChart où j'ai beaucoup plus de précision. Et vous voyez, pendant le dip, pendant le FUD, explosion des open interest, donc beaucoup de positions qui s'ouvrent. Beaucoup de funding négatif derrière, donc tu as beaucoup de gens qui sont venus shorter l'Ether. Donc c'est ce qui fait justement qu'il y a des
tonnes et des tonnes de liquidations et de stops qui sont en train de se créer plus haut. Je le rappelle, c'est vrai que j'en avais parlé, mais que ce soit sur ETH ou BTC d'ailleurs, les order books sont vides. Sur Bitcoin, au-dessus de 30 000 sur la majorité des exchanges, les order books sont vides. Dire qu'il n'y a plus grand chose. Donc pour moi, c'est pour ça que j'en avais parlé. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans ce schéma de marché. On accumule un maximum de shorters sous les 29 000 $ à peu près, pour qu'il y ait un maximum de liquidation plus haut, au-dessus des 30. Les order books sont vides, ce qui fait que les shorters qu'on va squeeze, il n'y aura pas grand monde pour vendre dans ces liquidations de short, parce que quand vous faites liquider un short, vous faites un rachat au marché. Et vu que les order books sont très peu liquides, bah en fait ça fera des tonnes de squeeze, des millions de liquidations qui vont se déclencher, il n'y aura personne, très peu de gens pour leur vendre ça, ce qui va faire probablement exploser les prix une fois qu'on cassera les 30 000. Et derrière qui dit explosion des prix, dit justement, vous voyez, hein, l'order book il est vide entre vers 30 et c'est blindé vers 40 000. Comme si tout était déjà écrit en fait. On voit que les order books commencent à être blindés à partir des 37 jusqu'au 42. Bizarrement, il n'y a rien entre deux. Comme si, bah voilà, en fait, le short squeeze fait qu'il y a beaucoup d'achats, parce qu'en fait, comme je dis, quand il y a un short squeeze, pourquoi c'est bullish? Les gens se disent, j'ai déjà expliqué, mais ils se disent, putain, il y a beaucoup de gens qui shortent, pourquoi ça baisse pas? Bah c'est simple, quand tu shortes, en fait, tu fais une promesse de rachat. Donc si tout le monde short, il n'y a que des promesses de rachat. Donc simplement, si on va chercher les liquidations, bah, c'est que des promesses de rachat qui se déclenchent et ça fait monter les prix. Et quand il y a peu de vendeurs en face, bah, ça fait vraiment monter les prix. Et ensuite, la deuxième étape, c'est quoi? C'est d'abord le short squeeze. Ensuite, c'est quoi? C'est les gens qui se mettent à FOMO parce qu'ils se disent putain, bon, en fait, c'est bon, le Bitcoin, il dit pas, il va faire que monter. Donc les gens se mettent à FOMO. Ça devient trop dur de résister face à un Bitcoin qui monte. Donc les gens se mettent à acheter. Ce qui fait double effet acheteur. Donc encore plus de demandes, ce qui fait encore plus monter les prix. Et derrière, vu que les prix montent, le public qui commence à arriver parce qu'ils se disent oh là là, putain, le Bitcoin il a pris 40% ou 30% ces 2 dernières semaines, c'est génial, ça nous sauve des banques, c'est bon, faut investir dedans. Et derrière, on se retrouve avec troisième effet boule de neige où le public arrive, tout le monde se remet à investir dans le Bitcoin et ça, c'est le volume de distribution qu'a besoin la smart money pour toute l'accumulation qu'elle a dû faire dans les zones de prix entre à peu près, je vais dire, 15 000 et peut-être 20 000, 22 000 $. Où elle pourrait distribuer ça. Et là, on voit bizarrement que les ordres de vente commencent vraiment à se construire dans les 42 à 40 000 $, bizarrement. Comme si tout était déjà écrit, où on accumule un maximum de shorters, on les défonce, et ensuite c'est le mode FOMO qui se déclenche et on distribue tout ça plus haut, à partir des 40, et ça plus haut. C'est un petit peu le scénario que j'ai en tête actuellement. Quand je vois comment se comportent les order books, quand je vois le sentiment des gens, quand je vois les spreads futurs où les gens sont très pessimistes, et je vois hein, sur le moindre dip les funding qui baissent, qui passent dans le négatif, sur Ethereum je vous en parle même pas. Dès que ça dip, les fundings sont très négatifs. Ça, c'est pas un sentiment de. C'est pas un. Comment dirais-je? Des comportements de top de marché. Hein. Très généralement, ça montre qu'on n'est pas sur des tops. Je m'attends à du retracement quand même. Personnellement, comme j'ai dit, je serais pas étonné qu'on ait du retracement sur Bitcoin, genre dans les 25, 25, 3, etc. Maintenant, c'est vrai que. Même sur Ether, du coup, ça ferait des dips. Mais je me dis que si les gens se jettent dans le short, et c'est ce que les gens font, là ici j'ai la data sur ETH, ici là j'ai le net short, je vois vraiment ce qui s'est ouvert en short, etc. Explosion des shorts ici, et explosion des shorts ici, là vraiment. Donc les mecs ont shorté là, les mecs ont shorté comme des fous ici, et ils ont reshorté comme des fous ici. Donc là il y a des tonnes de mecs qui sont venus shorter ici. ETH c'est simple, s'il commence à s'installer au-dessus des 1770, ça peut être short squeeze land derrière. Bon après il y a pas mal de shorts qui se sont barrés ici, là, qui se sont fait squeeze, beaucoup qui se sont fait squeeze aussi ici, mais il en reste encore pas mal plus haut. Donc soit on les garde pour plus tard, et donc en gros il reste encore un peu de jeu au sud à aller chercher, un petit peu de liquidation longue pour aller s'attaquer au short derrière, mais en tout cas, vous voyez, sur la moindre news négative, les mecs se jettent dans le short, c'est ouf. Hein. Donc ça, c'est pas trop des sentiments de top. Généralement quand on a top, les gens sont chauds pour acheter les dips, là les gens sont plutôt chauds pour shorter les dips. Donc ça c'est plutôt un sentiment qui est bearish et qui peut justement initier des continuations haussières plus tard. Sachant que la saisonnalité haussière, généralement, c'est plutôt avril, mai, juin. Donc là, on est encore en mars, on est encore en train de préparer le terrain, j'ai l'impression, pour peut-être un rallye après mi-avril, fin avril, mai, juin, pour le finish, en fait, tout simplement. Une fois qu'on aura bien chargé en short, que tout le monde sera bien short, pour aller défoncer tout ça plus haut. Après, encore une fois, je peux me tromper. Si je vois des inversions de tendance d'ici là, bien sûr que je changerai d'avis. Hein. Mais tant que les graphiques me disent bullish. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tant que le graphique, surtout le graphique weekly mensuel, il dit bullish, et pour l'instant c'est le cas, hein, pour moi c'est objectif au moins déjà 35 000 à peu près, après peut-être un peu plus haut. Et du coup, quand je vois les order books qui sont vides, etc., je me dis que c'est trop gros. En fait, j'ai l'impression que ça se voit, qu'on accumule des shorts, les order books sont vides, on les défonce. Derrière le FOMO, il arrive et on distribue tout ça plus haut. J'ai vraiment l'impression que c'est en train de se préparer, que ça se passera comme ça. Après, je peux me tromper encore une fois. Mais c'est vrai que quand tu vois le graphique mensuel weekly,
compliqué d'être bearish tant qu'il n'y a pas vraiment de grosses invalidations. Ce serait quoi vraiment quelque chose de baissier? Ce serait de retourner sous la résistance qui devient support. C'est-à-dire que là, vraiment, si Bitcoin il commence à repasser là-dessous, là, ça devient très bearish et il faudrait s'attendre peut-être à des retours dans les 18 000. Mais tant qu'on n'a pas ça, sincèrement, on est plutôt dans une optique de pullback pour des continuations haussières derrière. Donc voilà. Fini pour mon avis, même sur Bitcoin et Ether, pas grand chose d'autre à dire. Le point macro, on l'a fait. Et du coup, Caps, pour finir, alors le Caps Ternoa, je rappelle qu'il sera dispo sur BitGate demain si vous voulez le trader, donc soit l'acheter ou le vendre. Moi, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense techniquement. Donc, est-ce que j'irai acheter Caps ici? Honnêtement, non. Il y a un truc que je dis très souvent et qui sauve, c'est n'acheter jamais quand c'est vertical. Et c'est vertical. Caps a été vertical, c'est trop tard de courir après un asset qui est comme ça. Le professionnel, il fait quoi? Et du coup, vous pourrez l'acheter dans ces zones-là de façon beaucoup plus pro. C'est-à-dire que vous allez tracer vos zones de rechargement ici. Et donc, vous allez vous dire que vous n'allez pas toucher au Caps tant qu'il ne revient pas au minimum dans la zone ici 61,8, 78,6, qui en termes de prix correspond à peu près. En termes de prix, on serait sur du 0,019, 0,030. Déjà, c'est cette zone qui vous intéresse. Si on retrace beaucoup, généralement, il y a aussi un ratio que je trouve très pertinent, c'est les 0,886. Ça serait ici. Maintenant, je vais essayer de voir s'il y a des petits niveaux qu'on aurait besoin de retester, etc., qu'on n'est pas revenu tester. Bon, il y en a plein, il y a des grosses zones de déséquilibre ici. J'en vois jusqu'à, honnêtement, je ne sais pas tout vous les dire, mais je vois vraiment du déséquilibre, vraiment, il y a eu quasiment zéro retest. C'est ici vers les 0,008. Donc ici, vous voyez la valeur, juste ici. Je sais que c'est très bas, ça ne veut pas dire que Caps reviendra ici, mais là, on voit clairement qu'il y a eu de la distribution. On voit clairement que il y a quelqu'un qui vend et qui refuse de voir le prix monter jusqu'ici. Vous voyez, là, ça fait 4 semaines d'affilée où on clôture pas au-dessus de 0,05. Donc, il y a quelqu'un qui vend cette zone de prix. Graphiquement, c'est ce qui fait qu'on est en train de retrouver des M. Ça, des M top comme ça, c'est pas du tout haussier. Hein. C'est plutôt baissier. Donc, on est en train, pour moi, de former un top. Maintenant, c'est un peu comme l'or. C'est-à-dire que là, on a une zone de combat. Le point bearish, il est ici. Si on casse ce level, c'est signe justement qu'on retracera plus bas et qu'on est vraiment dans quelque chose d'un peu plus baissier. Et ici, ça c'est le point boule. Si vraiment on arrive à tenir parfaitement ici, qu'on remonte et qu'on break, bon bah là on pourrait partir sur la continuation. Et ça serait la deuxième phase de hausse. En revanche, si on a justement une cassure ici du creux, pour moi là c'est annonciateur vraiment de retest de la zone de rechargement. Quelle zone me trouve pertinente? Le précédent support tout simplement qui est là, cette zone de prix. Donc pour moi ça serait vers les à peu près 0,024. 0,020 à peu près la prochaine zone pertinente. Si vous voulez pas vous prendre la tête, parce que moi ce que j'aime pas faire, c'est juste acheter un prix comme ça et croiser les doigts pour que ça remonte. Ce que j'attends, c'est des structures haussières. Donc d'abord, je vais localiser le trade, c'est-à-dire en gros quelle est la zone pertinente. Techniquement, c'est ici et en dessous. Et par exemple, si dans les prochaines semaines, vous voyez Caps qui commence à former ça, là c'est qu'il y a du reverse et que là on sera mature pour probablement faire un deuxième round et aller chercher des plus hauts par la suite. Okay, donc ça en gros c'était, je ne sais pas si vous connaissez le schéma d'une bulle, très généralement. Donc peut-être qu'on est en train d'avoir déjà le cycle d'une bulle ici, en gros la phase parabolique, le bull trap et le breakout. Mais sinon on a aussi ici la deuxième possibilité qui est tout simplement ici là, vous allez avoir en gros peut-être le piège baissier. Et ça généralement ça se matérialise de cette façon, c'est-à-dire qu'en gros vous avez ici la première phase de pump, ce qu'on va appeler la première phase, ensuite le dip, le bear trap, et ensuite là vraiment la phase euphorique est là, l'éclatement de la bulle. Ok, ça voudrait dire que là on est dans la phase en fait de bear trap. Mais ça généralement pour le voir venir, là c'est impossible d'y répondre maintenant, c'est le graphique que je vous ai dessiné. Très généralement ça, on peut le confirmer quand le graphique il se met à ressembler à ça ensuite. Quand généralement on a vraiment beaucoup de structure dans la zone de rechargement, quand vous commencez à voir ça, c'est que là vraiment le graphique est en train de se reverse et qu'on est peut-être en train de préparer cette seconde phase haussière. Donc moi c'est ce que je vous recommanderais sincèrement d'attendre, honnêtement, au minimum les zones de rechargement. Et ensuite s'il y a des structures dans les zones de rechargement, c'est très bien. Après si vraiment vous cherchez des niveaux de retest, etc., là où le marché a laissé des levels, bon clairement il y a jusqu'ici tout en bas, est-ce qu'on y viendra? J'en sais rien, c'est un niveau que je garde en tête. De me dire que d'ici un an et demi peut tout se passer, parce que perso j'estime que le prochain cycle haussier sera pas avant le prochain halving du Bitcoin, qui est à peu près en avril 2024, et très généralement la cyclicité des halts c'est après cet halving et c'est généralement l'hiver qui suit, donc ce serait hiver 2024-2025. Donc là en l'occurrence on aurait l'halving mars-avril du Bitcoin. Hop,
Et donc on aurait par la suite du coup tout simplement derrière une cyclicité plutôt haussière. Mais bon, imaginez que d'ici là, en 1 an et demi, comme je dis, il peut se passer plein de choses. On pourrait retester ces niveaux pour par la suite faire de belles structures et là avoir un nouveau marché haussier pour un énorme range comme celui-ci et avoir une année 2025 très sympa sur Terre Noire s'il arrive vraiment à se faire une place dans le marché. Ce qui serait pas impossible, tout simplement. Mais voilà, du coup, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je peux juste mettre un petit volume profile qui a du mal à charger, on va le remettre. Qui s'appelle Visible Range sur TradingView d'ailleurs, qui est dispo gratuitement sur BitGet aussi, parce c'est payant sur TradingView, pardon, pour l'avoir, mais vous l'avez dispo gratuit sur BitGet si jamais c'est un indicateur qui vous intéresse. Ça vous permet de voir où est-ce que le volume a été exécuté et à quel prix, et en quantité, donc c'est vraiment génial. Donc là par exemple, je vois qu'il a du mal à charger, c'est assez relou. Visible Range, charge s'il te plaît. Je vois pas pourquoi j'arrive pas. Ah oui, ok, je comprends. Parce qu'en fait, je suis sur du market cap, je suis pas vraiment sur une paire qui est tradable. Ok. Donc là, en l'occurrence, bon, je vais remettre mes paramètres en 2 petites secondes. Donc là, par exemple, le niveau qui a été le plus... Là où on a eu le plus de volume, c'est ici, c'est ce qu'on appelle le point de contrôle, c'est vers cette valeur. Très généralement, c'est vraiment quand on y revient des bonnes zones d'investissement, si on y revient. Moi, je vous montre un peu là où il y a des retests en fait clairs et nets qu'on est censé trouver. C'est clairement ici. C'est-à-dire que là, en gros, là, il y a des gros trous dans le volume profile, il y a un gros manque de business, au moins jusqu'au 0,018. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un niveau sur lequel on reviendra. C'est un niveau qui nous appelle. Maintenant, est-ce qu'on va absolument y revenir? Je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a de grosses probabilités qu'on y revienne. Parce que là, il y a vraiment un trou qui est jusqu'au 0,018 qui est vraiment flagrant. Et tout ça, c'est un manque de business, tout simplement. Et donc, s'il y a des gros qui veulent recharger, bah, c'est une zone où ils peuvent le faire, tout simplement. Donc ça correspond en gros à tout ça. Donc, grosso modo, ça correspond à la zone de rechargement ici. Donc c'est vraiment une zone pertinente, mais il faudrait y voir des structures comme j'en ai déjà parlé. Ok. Idéalement, ce serait beaucoup mieux. Et ici en weekly, notre indicateur qui doit donner des signaux de retournement ou proche de les donner. Ouais, si on clôture ici sous les 0,034, ça donnera un gros signal baissier ici. Tout comme on avait un premier signal haussier. D'ailleurs, je peux mieux mettre mon FIB. On avait ici un premier signal haussier qui avait été donné, qui avait avalé les deux signaux baissiers. Et ce qui avait permis de déclencher le rallye aussi en mensuel, je pense. Ouais, on n'avait eu aucun signal haussier pendant tout ce bear market. Le premier qui arrivait, il est là. Après, il y a eu la grosse impulsion. Là, il n'y aura pas de signal baissier, pas avant, je pense, avril, voire mai, sur l'indicateur. Encore une fois, bon, pas besoin de l'indicateur pour voir que graphiquement, ça commence beaucoup à se détériorer ici. On avait clairement un range de distribution et qu'on est en train de le casser par le bas. Très, très probablement. Donc voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je le rappelle, il est dispo sur BitGet demain, midi, il sera dispo au trading. Donc si vous en avez à en vendre ou si vous voulez poser des ordres pour en acheter plus tard, n'oubliez pas, via notre lien en commentaire et en description, vous aurez 15% de réduction sur vos fees. Donc ça vous fera plus de Terre Noire ou peu importe les assets que vous tradez. Vous pouvez aussi trader 100 KY ici, donc ça prend 2 minutes pour s'inscrire. Donc n'hésitez pas à tester la plateforme, à me faire des retours aussi via le launch pool. Vous pouvez gagner du caps, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Tout est dispo sur BitGet. Également, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école à ce stade du mois, ça se passe via les paiements crypto, donc tout ça c'est expliqué dans le salon bienvenue, tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD. Vous avez les adresses, enfin vous avez les montants ici, les adresses ici, ça dépend du coin et du réseau que vous utilisez. Par exemple, si je veux passer en USDT TRC20, je regarde ici USDT TRC20, j'ai cette adresse, et c'est sur cette adresse qu'il faut faire le transfert. Une fois que c'est fait, vous nous envoyez le TXID. Ok. Au professeur, on est connecté sur Discord et on vous valide ça. Et dans la journée, vous avez votre rôle élève et vous aurez accès à l'école, nos analyses privées, nos plans, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, les cours aussi, bien évidemment, donc tout ce qui est exercice, les cours vidéo qui ont déjà été tournés, qui vous apprennent l'analyse technique, etc., etc. Comment construire votre plan, la gestion du risque, comment avoir une bonne gestion du risque, etc., etc. Donc de quoi améliorer vos performances tout simplement. Du coup, bonne journée à tous. Je pense qu'on se retrouvera demain ou jeudi. Si ça bouge pas trop, je pense qu'on se retrouvera jeudi. Bientôt en concours, j'ai complètement oublié en cette fin de semaine dernière. Donc je vous prépare ça là cette semaine pour de nouveaux concours sur Twitter. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter également. Il y aura des concours qui viendront cette semaine. Bonne journée à tous. Bon début de semaine à tous. À demain ou à jeudi. Ciao, ciao.